Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Écoutez la plus belle dame de Lomé, je suis Ambrosine Koumejro. Bonjour et bienvenue à ce 4e et dernier numéro de votre émission Priorité au foncier. Ce lundi 21 décembre, nous allons nous pencher sur le processus et les étapes de sécurisation de la terre au Togo avec nos invités Kofi Kouma Dake, le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, et Ali Achiraf, journaliste membre du réseau des journalistes des fonciers. Dernier numéro de votre émission Priorité au foncier. Bonjour messieurs. Bonjour madame la journaliste. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Ça va. Alors, ma première question s'adresse au directeur de l'urbanisme et de l'habitat. Oui. Monsieur Dake, quelle démarche doit-on suivre lorsqu'on acquiert un terrain? Merci beaucoup. Nous ne cesserons de le dire. Avant même d'acquérir le terrain, il faut faire des démarches pour ne pas se faire arnaquer ou bien subir encore des déboires que nous voulons éviter. Les phénomènes de double vente. Tout à fait. Les fois dernières, ou bien lors des émissions précédentes, les notaires ont eu à le dire que lorsque quelqu'un fait un projet d'acquisition d'une parcelle de terrain, il est de bon ton, mais il est nécessaire que celui-là passe par les offices d'un notaire pour vérifier si celui-là qui veut lui céder le terrain a qualité de vendeur et la chose que la personne là veut vendre est licite. Si c'est illicite, eh bien, l'acquéreur subira donc les contre-coups. Comment savoir si c'est licite ou illicite? Voilà, le notaire l'a dit la dernière fois. Ce n'est pas tout terrain qu'on peut vendre. Le domaine public est par excellence un terrain qui est inaliénable, imprescriptible. Personne ne peut vendre ça parce que le domaine public est livré à l'utilisation de tout le monde. Comment la route, savoir par exemple, si c'est ton domaine public? Mais la route, tout le monde sait que c'est la voie publique. Tout le monde passe par la route. Si moi, je coupe un morceau de route et je veux vous vendre, c'est une aberration parce que c'est laissé à l'usage de tout le monde. Est-ce que vous voyez? Il y a les réserves administratives. C'est là où les gens se font souvent fourvoyer, puisque les plaques ne sont pas mises là-dessus pour dire réserve administrative. Le goudron n'est pas mis là-dessus pour dire que c'est une route, surtout une voie en milieu publique. Rural. Alors, il faut alors voir le notaire qui ira sur le terrain pour vérifier la légalité ou le caractère licite du produit qu'on veut vendre. Si c'est une réserve, il saura, parce qu'il passera par les services du cadastre, tous les services qui traitent du foncier pour vérifier la qualité du produit qu'on veut vendre à son client. Donc, avant d'acquérir un terrain, il faut obligatoirement faire ces démarches, avant de penser à sécuriser l'acquisition. Voilà, il faut absolument se rendre au cadastre, voir si le terrain est disponible ou non. Vous pouvez y aller vous-même ou bien recourir au service d'un notaire qui est habilité à connaître des problèmes immobiliers. À quel moment on peut déjà acquérir les 3 tampons dont parlent souvent les notaires? Bon, les 3 tampons sont déjà tombés dans les oubliettes, parce que le nouveau code dit qu'on n'a plus besoin forcément des 3 tampons. Sous tous les cieux ou bien sous d'autres cieux, tout professionnel intervient en toute responsabilité. Vous ne pouvez pas faire un travail en tant que professionnel et laisser justement des erreurs ou bien des fautes qui seront donc impayées. Non. Lorsque vous commettez des erreurs ou des fautes dans l'exercice de votre profession, d'abord les lois de la corporation vous frapperont et aussi les sanctions pénales aussi vont vous faire payer ce que vous avez fait.
Est-ce que l'obtention des 3 tampons ne rentre pas dans le processus qui mène au titre foncier? Effectivement, au commencement, c'est pas dans la Bible, hein? Au commencement ou bien au début, lorsqu'un géomètre effectue un terrain et un levé, pour que l'État puisse savoir que le plan établi appartient à telle ou telle personne, eh bien, obligation lui est faite de passer par toutes les étapes qu'il faut pour signaler qu'une telle personne a l'intention de devenir propriétaire de cette parcelle de terrain. Si c'est une parcelle de terrain rural, il doit aller prendre le deuxième tampon à l'endroit où nous appelons communément l'agrofoncier, parce que c'est le domaine agricole, le foncier agricole. Mais lorsqu'il aura acquis ce fameux deuxième tampon, il faudrait qu'on puisse mettre à jour tout le fichier togolais qui gère le foncier en ce plan-là que quelqu'un a établi en son nom et prétend devenir propriétaire. C'est le cadastre qui fait ça. D'où les noms de 3 tampons. Aujourd'hui, la loi dit, vous n'avez plus besoin de faire tout ce parcours de combattant. Il y a un guichet unique où vous irez déposer votre demande et le travail sera fait. Le géomètre qui établit le plan en toute responsabilité est responsable de la justesse, de la qualité de ce plan et en répondra si jamais il y a des dérives. Voilà, on a simplifié donc la procédure. On n'a plus besoin de 3 tampons, on a juste besoin d'un tampon et d'aller au guichet unique, guichet foncier unique pour se faire Et justement, puisque vous parlez de guichet unique, est-ce que les prix n'ont pas augmenté? Non, pas du tout. Vous payez 2000 francs et puis c'est tout. 2000 francs 2000 francs. Et le notaire aura son honoraire, son Honoraire. honoraire? Non, le notaire n'intervient pas là-bas. Lorsque vous recourez à la prestation d'un notaire, eh bien, leur corporation aussi ont leur barème. Lorsque vous recourez au service d'un notaire, voici ce qu'il faut payer. Et le notaire se cherche d'effectuer toutes les démarches devant vous permettre de devenir propriétaire. Ce n'est pas vous qui le faites. Donc, le temps étant de l'argent, eh bien, le notaire se fera payer par le temps qu'il gaspille pour vous et l'exercice de sa profession qui lui recommande donc de se faire payer. Voilà. Avant de continuer avec la sécurisation des terres, des questions que je vais évidemment vous poser, permettez-moi que je me tourne vers le collègue Ali Achiraf. Vous êtes journaliste, vous êtes souvent sur le terrain. Oui. Et quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les populations dans le processus d'acquisition de terres? Alors, merci pour l'occasion. Et souvent, beaucoup de problèmes se posent en ce qui concerne la question foncière, surtout avec les communautés rurales. Non seulement les communautés rurales, il y a les communautés urbaines aussi qui se font ou bien qui font face à ces problèmes. Et généralement, ces problèmes que nous avons observés, ce sont les problèmes de délimitage ou de bornage. Ou alors, il y en a également concernant la double vente. Des propriétaires de terrain qui sont issus d'une famille, une grande famille, et dans la famille, peut-être, on a délégué certaines personnes qui sont censées diriger le domaine de leur propriété. Maintenant, il s'est fait que dans la même famille, Il y a des contestataires. il y a des contestataires. Ou après la vente, il y a des frères ou des sœurs qui sortent derrière les personnes responsables ou indiquées pour gérer les biens privés ou les biens privés de la famille, qui ont des copies du domaine ou du plan et qui revendent à d'autres personnes. Maintenant, ces problèmes engendrent des conflits entre l'acheteur et la famille en question. Souvent, le problème que j'ai rencontré directement lors de mes descentes sur le terrain, il y avait une famille qui a vendu le terrain en bonne et due forme chez le notaire à quelqu'un
Maintenant, l'autre famille, la grande famille, une des parties de la famille, est allée revendre le même terrain. Mais il s'est fait que le terrain était déjà vendu avant que la personne chargée de gérer les propriétés... Le mandataire. Le mandataire. Au début, c'était le mandataire qui avait le privilège de vendre le terrain avec tous les papiers régis par l'État. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'acquisiteur du terrain, après avoir payé les frais, a commencé les démarches du titre foncier, il s'est rendu compte que le terrain était déjà vendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir la famille, discuter et trouver un consensus. Voilà ces genres de problèmes qui arrivent. Maintenant, l'autre point également, c'est le bornage. Je l'avais déjà dit, le bornage, où on vend un terrain, peut-être un chef, vous allez voir un chef qui vous dit que nous avons des terres, venez contre une somme, il vous vend le terrain. Maintenant, le terrain qui tombe dans le domaine public ou de l'État, ça devient un conflit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà des questions que le citoyen se pose. Je vous retourne la question. Alors, monsieur le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, comment se fait-il que plusieurs personnes possèdent un même titre foncier? Mais votre confrère vient de le dire. Lorsque les procédures sont viciées, ça peut arriver. Et aujourd'hui, on s'évertue à corriger ces genres de choses. Il y a plusieurs mobiles qui sont à la base de ça. Première chose, il a été dit dans la loi de 1926, dans le décret de 1926, qu'il est procédé systématiquement à la mise à jour d'un plan cadastral en titre foncier créé sur le territoire national. C'est-à-dire un grand plan de la ville de Lomé, de tout le territoire national. Une fois qu'un bornage ou bien une immatriculation est faite, le géomètre qui est parti faire l'immatriculation vient systématiquement reporter ça là-dessus. Si c'est Agbalepédo, on reporte ça à l'endroit exact d'Agbalepédo. L'exemple que votre confrère vient de donner, il est clair, hein? Le monsieur a déjà tout payé. Ce n'est pas du tout clair puisque... Non, si je dis c'est clair par rapport à ce que je dis. Il dit que le monsieur a payé tout. Et c'est au moment qu'il veut faire l'immatriculation qu'il se rend compte que c'était déjà payé. S'il faisait le contraire, il va d'abord vérifier si c'est déjà immatriculé. Avant d'aller, il devrait éviter ces déboires. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit au départ qu'il faut toujours aller là-bas. Vérifiez d'abord s'il n'y a pas de problème là-bas. En ce moment, vous y allez. Mais entourez-vous justement de services des professionnels pour éviter ces déboires. Ça, c'est un. Lorsque la mise à jour n'est pas faite, vous ne verrez rien sur ce plan. En ce moment, si vous voulez aller acheter, recourez-vous toujours au service des professionnels. Enquêtez beaucoup pour savoir si d'aventure le terrain n'est pas vendu et que ce n'est pas encore immatriculé, puisque la loi dit l'immatriculation est facultative. On ne t'oblige pas à immatriculer. Est-ce que vous voyez? Si on ne t'oblige pas à immatriculer, ça veut dire que si vous ne l'avez pas fait, on ne fera pas la mise à jour. Vous ne saurez pas qu'il y a donc eu vente de ce terrain. Il y aura alors double vente. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'il faut toujours recourir au service d'un professionnel ou bien aller faire les vérifications au cadastre. Aujourd'hui, la loi a corrigé ça. La loi le disait déjà trop bien avant, mais on ne l'appliquait pas. Avant de vendre un terrain, il faut l'immatriculer. Ça veut dire que si vous l'avez immatriculé, ça figurerait dans les archives et sur le plan cadastral du cadastre. Quiconque voudrait s'assurer qu'il y a eu déjà des ventes là-bas pourrait se référer et dire « Ah, c'est vendu, là où je vais acheter, c'est déjà vendu. » Est-ce que vous voyez? Donc, il faut toujours immatriculer un terrain avant de le vendre. On l'a encore reconduit dans ce nouveau code-là pour dire qu'il faut immatriculer. Ça veut dire que celui qui est propriétaire de ce terrain, c'est-à-dire celui qui est dans le nom, qui est bénéficiaire de l'immatriculation, est le seul interlocuteur valable devant la loi pour pouvoir céder ce terrain.
S'il a le mandat de céder le terrain et quelqu'un vient contester, il le fait à tort parce que il n'aura pas raison. On a parlé aussi des mandataires. Il faut toujours vérifier quel est le mandat qu'on a donné à celui-là qui se dit mandataire. Est-ce qu'il a mandat de vendre ou bien il a mandat de gérer? S'il veut vendre, quelles sont les clauses qui sont dans le mandat? Les gens ne vérifient pas cela, ils se jettent là. C'est le mandataire qui m'a vendu. Oui, mandataire, mais quel type de mandataire? Voilà pourquoi les contestations viennent aussi. Mais s'il avait recouru aux soins d'un notaire qui établit le mandat, il vous dirait une clause dedans. La clause là ne lui permet pas de vendre. Donc, ce n'est pas le bon vendeur, n'allez pas là-bas. Voilà autant de choses qui militent en faveur de la vérification préalable avant de mettre de l'argent dans ces genres d'affaires. Est-ce qu'une famille peut déloger une communauté, une famille qui peut-être possède un titre foncier, qui peut déloger une famille installée sur un terrain déjà plusieurs années? Mais il a eu le titre foncier. S'il a un titre foncier, il est propriétaire. Alors, qui a installé cette famille-là sur sa propriété? Si c'est lui-même, il doit y avoir des clauses. Je vous installe chez moi. Je crois que si c'était lui-même, il n'aurait pas contesté cette installation, il n'aurait pas jugé abusive cette installation. Alors qu'il l'a installé. Ou bien c'est une occupation de fait par cette famille ou cette communauté. Si c'est une occupation de fait, vous êtes en train de piétiner les droits du vrai propriétaire. Parfois, il y a des communautés qui disent « Nous sommes installés sur ce terrain depuis le temps de nos grands-parents. Voilà quelqu'un qui débarque de nulle part, qui montre des papiers signifiant peut-être un titre foncier et qui les oblige à quitter ce terrain. » Mais il va quitter parce que il s'est installé comment? C'est ça justement, le comment de l'installation. Qui l'a installé? Il y a des usurpateurs, hein, j'arrive. Je crois qu'Ali a quelque chose à dire. Il y a des usurpateurs. Et ça, c'est monnaie courante. Hein. Ce n'est pas un bien meuble. Hein. En matière de biens immobiliers, il faut des preuves. Mais en fait de meubles, hein, la possession prouve vos titres. Mais en matière d'immeuble, ce n'est pas ça. Vous êtes installé là-dessus, mais quelles sont les preuves que vous arborez pour dire que vous êtes là-dessus pendant longtemps, on ne va pas vous déloger? Si vous squattez le terrain de quelqu'un, la personne est en droit de vous déloger. Sauf s'il y a eu des clauses qui vous mettent là-dessus, alors il y a des conditions suspensives qu'il faut donc vérifier. Ali Achirafi, il veut réagir. Je vais rebondir peut-être à la question du doyen, puisqu'il est spécialiste à la matière, mais d'une part, il y a souvent certaines conditions qui obligent le propriétaire de terrain à ne pas immatriculer l'immeuble ou le terrain en question. Parce que peut-être à l'époque, la personne a payé le terrain à vil prix et que maintenant la famille avec leurs petites astuces revendent la terre ou le bien en question. Maintenant le problème c'est que lorsqu'ils vont venir pour déloger la personne installée sur le terrain, évidemment vous avez parlé des preuves. Si la personne a des preuves pouvant convaincre, là, ça passe. Mais lorsque la personne n'a pas de preuve, mais qui est propriétaire, il a vraiment payé à l'époque, il se pose un problème. Parce que nous avons rencontré souvent beaucoup de ces gens de malice à l'endroit des familles vulnérables. Des familles vulnérables où on revend le terrain parce qu'actuellement, les terrains, ça coûte cher. Ils vont vous dire, si vous n'êtes pas d'accord, on va vous redonner votre argent. Mais là, comment la personne peut réclamer ses droits? Voilà. Vous l'avez dit, qu'il s'agit d'un terrain immatriculé. C'est là aujourd'hui la question du jour. Quelles sont les procédures d'immatriculation, le processus, etc. C'est une question de veille foncière. Est-ce que vous voyez? Si vous savez que vous avez acquis un terrain et vous dormez là-dessus,
C'est comme si vous avez un bien, vous avez acheté une voiture, Que vous vous laissez ne ça protégez ouvrir, pas. vous mettez donc la clé là-dessus, vous vous baladez, mais le voleur vous dira merci beaucoup, il prend, il s'en va. Vous avez acheté un terrain, vous avez dit pas coûte cher, ne coûte pas cher, mais à l'époque ça coûtait cher. Est-ce que vous voyez? Le peu que vous puissiez faire, c'est de l'immatriculer. Vous savez, vous allez dire que non, mais je ne connais pas les procédures. Vous ne vous êtes pas donné cette peine de sécuriser. Nous avons l'habitude, en matière de meubles, quand vous achetez quelque chose, vous l'entourez de tous les soins possibles pour qu'on ne vous chaparde pas. C'est la même chose pour le terrain. Est-ce que vous voyez? Il y a encore quelque chose qui est intéressant en matière d'immeuble, c'est que on laisse le soin aux gens de réagir si quelqu'un dit qu'il veut faire l'immatriculation. Je l'ai toujours dit. On a 3 mois. On vous dit, quel monsieur veut immatriculer le terrain sur lequel vous êtes installé il y a des millénaires. Si vous avez quelque chose à dire, venez le dire. Et vous vous taisez. Je ne saurais assez le répéter. C'est comme un mariage là. Au moment où de dire quelque chose, si vous vous taisez, une fois il s'est conclu, vous vous taisez à jamais. C'est tout. On vous dit, on veut immatriculer les terres sur lesquelles vous êtes installé depuis longtemps. La simple chose à faire, c'est de vous opposer à cette immatriculation. Quand le géomètre officiel sera là, avec la présence du chef traditionnel, l'envoyé du maire et tout ça, là, vous dites, non, voilà, moi je l'ai acheté bien avant. Donc, je ne peux pas me laisser spolier comme ça. Voici mes preuves. Le géomètre consigne ça dans son PV et il va l'envoyer. Et vous aussi, il vous dira le jour là, ok, nous on a enregistré ça. Prenez soin d'aller signaler ça aussi au conservateur que non, vous avez des preuves vous permettant de vous opposer à cette immatriculation. Et la procédure est enclenchée au niveau du tribunal pour trouver qui est le vrai acquéreur. Et généralement, il y a la date de la première acquisition qui est valable. Mais si vous ne suivez pas bien la procédure, vous allez vous retrouver devant les faits accomplis. Si vous le faites très bien pour les meubles, pourquoi ne pas le faire pour les immeubles aussi? Alors, Monsieur Daké, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En quelques secondes, votre conclusion, Ali Achiraf. Alors, merci pour cette émission qui donne beaucoup d'importance surtout à nos communautés et surtout pour la sécurisation de nos biens. Et moi, je dirais que pour ceux qui nous écoutent, ils n'ont qu'à sécuriser. S'ils ont des biens, des immeubles, tout ça, ils n'ont qu'à les sécuriser. S'ils n'ont pas d'informations, ils n'ont qu'à aller se renseigner pour trouver des personnes adéquates, des personnes qui ont la maîtrise de la chose pour pouvoir les guider. Merci. Monsieur Daké, très rapidement, votre conclusion. Tout est dit par votre confrère. Je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup. Merci également à vous, Kofi Kouma Daké. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'urbanisme et de l'habitat. Merci également à Ali Achiraf. Il est journaliste, membre du réseau des journalistes des fonciers. Avec eux, nous avons parlé. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.